Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue à un nouvel épisode du Live Podcast. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Renaud Laliberté, un entrepreneur, avocat, ex-candidat d'Occupation Double également. Merci Renaud d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui. Merci de m'avoir invité, c'est le fun. Yes. Pour commencer, je voudrais savoir, Sim, est-ce qu'on parle tout de suite d'Occupation Double ou pourquoi? Je vais apprendre à le connaître. Ok, parfait. Nous, on s'est parlé quelques fois là, avant d'enregistrer l'épisode d'aujourd'hui. Tu as plusieurs projets sur la planche qu'on va parler que je trouvais super pertinents. Mais parlons un peu de ta vie. Ça a commencé à Occupation Double. Ta vie publique, ouais. Si j'imagine. J'avais commencé un peu à faire faire de la communication publique avant OD, là, dans le fond. En fait, peut-être mettre un peu de contexte, là, j'ai starté ma pratique d'avocat en 2014. Je suis devenu avocat en 2011, à 22 ans. Commerce international, technologie, tout ça. Puis en 2020, comme tout le monde, ça a été un peu la pandémie. Moi, ça a créé une diminution du chiffre d'affaires. Là, pour tous ceux qui sont en business, c'est normal que toutes les années ne soient pas des années records année après année. Tant mieux si c'est votre cas. Mais moi, dans ces années-là, c'était plutôt ordinaire, là, pour ne pas dire de la pure merde là, en 2020. Puis j'ai commencé pour le plaisir, puis TikTok commençait à devenir quelque chose là, au Québec, on avait un peu partout finalement. Puis j'ai commencé à faire des TikTok pour le plaisir, sur la négociation, parce que j'essayais de trouver un sujet qui était à la fois dans mon expertise, parce que longue histoire courte, j'ai négocié pour peut-être 400 millions de dollars de contrats dans ma vie, surtout en technologie, contrats de licence. C'est fou. Quand on se met, ça fait 12 ans là, que je fais ça. Fait qu'à un moment donné, les chiffres s'accumulent. Là, ça devient de plus en plus impressionnant, mais dans le fond, c'est juste toujours faire la même chose. Mais on pourra parler des mentalités pour l'entrepreneuriat. Mais anyway, le point étant que je cherchais un sujet qui était à la fois grand public, tout le monde négocie, qui était aussi pas vraiment couvert. Il n'y a pas grand-chose, tout le moins en francophone. Il y a, pour pas dire rien, il y a peu de choses. Même en anglais, il n'y a pas tant de choses que ça sur la négociation. Puis un sujet qui n'est pas non plus risqué d'un point de vue donner des opinions légaux. Parce que je trouve que c'est d'une part très niche, mon expertise légale. C'est pas très grand public. Il n'y a pas un très grand intérêt à parler de, quelle devrait être la position, fallback position number one, quand tu négocies un contrat de software as a service, quand tu veux vendre ton produit à Pepsi, mettons. Je veux dire, ça ne concerne pas tout le monde. Fait que c'est comme, je cherchais un sujet qui pourrait être grand public, qui touche mon expertise, puis qui en même temps m'évite de donner des avis juridiques qui peut être risqué, parce qu'on s'entend que faire de la communication public pour des avocats, le droit, c'est un peu conservateur comme milieu. Puis je suis comme un de ceux, des pionniers de faire de la communication publique, s'exposer, prendre des risques un peu plus. Donc, ça a été la négociation, puis ça a vraiment explosé après un mois et que j'ai commencé à faire des vidéos qui sont devenues viraux sur TikTok. Le reach organique était très élevé. Surtout au départ là, de la plateforme, j'imagine. Oui, c'est ça. Fait que là, il pousse dès qu'il y a des producteurs de contenu. Puis moi, dans le fond, je m'étais lancé un défi. Puis là, on était dans le creux là, du premier confinement. Puis moi, c'était la déprime. Là, je veux dire, ma consommation allait en augmentant la bière, le pot, la solitude 100% du temps tout seul. Là, tu sais. Fait que je faisais ça, un TikTok par jour, c'était mon challenge pendant 30 jours, puis ça a fait, ça a complètement explosé. Mais comme vous faites avec le compte Instagram de Liberté 45, il y a du contenu frais à tous les jours. Non, ça s'appelle Live. Live, c'est ça. Live. Excuse-moi de ma grossière erreur. Mais tu sais, quand tu pousses du contenu régulièrement, tu finis par, l'algo finit par t'aimer, puis tu pop. Puis là, ça a été le cas. J'ai pris presque 100 000 followers sur TikTok en l'espace de 2 mois pratiquement. Puis il y a eu à ce moment-là l'annonce pour les entrevues pour passer à OD. Puis moi, on parle d'une année là, où j'ai passé de comme 350 000 de chiffre d'affaires à 125 000. Là. C'était une année vraiment ordinaire. Là. Par contre, ce qui me sauve, c'est que j'ai pas des coûts à part vraiment mon salaire. Puis, fait que c'était pas si pire que ça. Je mangeais quand même, là, évidemment, c'est quand même pas si mauvais que ça. Mais j'avais du temps, autrement dit, sous la main pour faire ces trucs-là. Puis bref, j'ai fait un faux vidéo TikTok d'appliquer à Occupation Double au style des TikTok que je faisais. Il y a eu 400 000 vues en dedans de
comme 3-4 jours. Fait que la production d'OD m'ont contacté. Ils m'ont dit « ça serait intéressant si tu viens sur le show. Okay. Puis j'étais comme « You know what? » Dans le fond, c'est tellement une année ordinaire, pourquoi pas faire un petit pas de plus dans le côté communication publique, showbiz. Fait que ça a été ça. Il n'y a pas plus de grandes réflexions business, plus que ça faisait 10 ans que j'étais avocat, à négocier des contrats dans mon sous-sol, à baser, super solitaire. Puis enfin, là, je pouvais m'ouvrir la trappe puis essayer quelque chose de différent. J'étais comme dans une année, somme toute, ordinaire pour tout le monde. Fait que j'étais comme, why not, tu sais. T'es resté combien de temps là-bas à OD? En tout, durant le show, 3 semaines et demie, fait que c'est vraiment court. Là, j'étais dans les premiers, pas le premier, mais comme le 3 ou 4e expulsé. Puis, mais en tout, c'était comme 2 mois là, mon expérience parce qu'on a eu un confinement à l'hôtel avant de faire le show de 2 semaines. Après ça, il y a 3 semaines dans un chalet des exclus parce qu'il y a comme un décalage entre la captation et la publication. Je ne sais pas si c'est le bon mot. En tout cas, le moment où sortie de l'épisode. Ouais, c'est ça. Il y a 3 semaines. Fait pour pas spoiler la surprise de qui, il y a comme une exclusion de 3 semaines. Fait en tout, c'était 2 mois, là, ce truc-là. Là. As-tu aimé ça? Franchement, c'était une belle expérience. Honnêtement, l'affaire, je suis devenu avocat vite. Là, à 22 ans, bon, j'ai sauté une année scolaire. Ça a été un parcours rapide. Puis j'ai vite fait de la grosse business. C'est du sérieux. Là, en tout cas, pour mes clients, c'est très sérieux ce qu'ils font. Fait ça a fait en sorte que j'ai vite été très sérieux tôt dans ma vie, professionnellement du moins. Fait que c'était comme intéressant de voir ça, parce que personnellement, j'ai comme vu ma vingtaine de célibat professionnel avec un peu de sous dans les poches, puis j'arrive à Montréal, être parti de Québec, on parlait de ça plus tôt il y a une semaine, que quand tu viens d'une plus petite ville, puis que tu as un esprit un peu plus particulier, on va dire, tu fites peut-être un peu moins dans la norme d'une petite ville, tu te sens un peu seul, tu sais, t'es comme tes amis font pas ce que tu fais, t'es le seul qui a des projets tellement particuliers, il y a personne qui fait que c'est difficile de se trouver comme ta place dans ces villes-là, fait que bref, ça pour dire que ça a été une expérience vraiment unique pour moi faire OD parce que c'était un changement complet. Là, j'avais jamais fait ça. Là, c'était comme de la communication publique. Je suis sous les caméras, whatever. Fait que c'était vraiment cool pour moi. C'était une belle expérience. Non, c'est intéressant. Puis je trouve que beaucoup de gens là, qui écoutent le podcast veulent des fois lancer quelque chose ou s'essayer de générer plus de revenus. On ne sait jamais là, dans ton cas, puis je le dis souvent. Tu as commencé à faire des TikTok et tout, mais après ça t'a donné probablement une belle visibilité à Occupation Double, puis ça t'a probablement généré un super beau retour sur investissement en termes de clientèle. Ou je ne sais pas exactement, plus spécifiquement, comment fonctionne ta business ou un cabinet d'avocats, mais clairement, il y a dû avoir aussi des répercussions économiques intéressantes après ton passage à Occupation Double. Est-ce que tu as vu une différence avant, après? C'est dur de quantifier ça exactement. Parce qu'en termes d'influenceur, je ne suis pas un gros influenceur. Je n'ai pas monétisé tant que ça ma plateforme. Puis ma plateforme s'adresse vraiment à un grand public et je ne sers pas comme avocat le grand public vraiment. Je sers que des business. Des petites startups de temps en temps, ça me fait plaisir d'aider le monde, avoir des réflexions commerciales, tout ça, parce que je commence à avoir de l'expérience, ou des terms and conditions à mettre sur votre site. Je peux aider le monde avec ces choses-là, mais c'est sûr que là où je suis le plus utile, c'est pour des gros contrats, quand on vend des grosses entités avec des considérations multiples. Fait que là, c'est là que j'excelle le plus. Fait que, pour être franc, j'ai pas vraiment monétisé ma plateforme encore, on va dire yet. Juste un peu, je pense qu'avec la communauté Argent en Or, c'est une chose que je veux amener vers sans que ce soit pressant non plus. Pour moi, c'est plus comme devenu un truc de plaisir. Mais ce qui est certain, c'est que, puis c'est pour ça que c'est dur à quantifier, c'est qu'après mon passage à OD, dans le fond, 2020, c'était une année de merde, là, d'un point de vue économique pour moi, d'un point de vue business, c'était vraiment ordinaire. J'ai un actif qui s'est amélioré, qui était mes plateformes Instagram, TikTok, etc. Mais en 2021, là, la business a repris tout de suite, par contre, d'un point de vue mes affaires d'avocat. Mais c'était-tu des clients qui m'ont vu à OD? Pas tant que ça. Là. C'est comme la clientèle que je sers écoute peut-être même pas OD. Là. Donc, comme nous dans ce cas-là. Je me demandais, d'un point de vue de négociation, on a fait un épisode récemment sur justement comment augmenter son salaire, comment négocier. Est-ce que tu pourrais nous partager quelques stratégies grand public pour vraiment travailler
son talent de négociateur? Ben oui, il y a plein de trucs qui peuvent s'appliquer à toutes les situations. Là, je veux dire, j'appelle ça comme des clés de la négociation. Puis ça fait longtemps que j'ai pas fait du contenu de négo, fait que je suis content. Vous allez me faire réviser mes notions que je pitchais sur TikTok. Ça fait 2 ans que j'ai pas fait de TikTok, mais je commence à avoir le goût d'en refaire. Là. C'est comme quelque chose que j'aime faire et que j'ai un peu laissé de côté. Mais il y a des choses qui, premièrement, des facteurs qui sont hors de notre contrôle, mais qui sont excessivement importants, notamment le timing. Puis le meilleur exemple que je peux donner pour ça, c'est par exemple, tu es avec ta copine à la maison, ta copine vient de se cogner l'orteil sur le mur, sur un meuble. C'est peut-être pas le moment pour lui dire « Hey, tu veux-tu me financer un voyage de 1000$? » C'est comme le timing est plutôt ordinaire. Par contre, si tu attends qu'elle prenne sa première gorgée de vin, elle est détendue, elle a un peu de plaisir, c'est peut-être un meilleur moment pour apporter un sujet. Donc, c'est un peu la même chose si tu veux demander une augmentation de salaire. Il y a un timing. Le timing est toujours clé parce que c'est comment la personne va recevoir ce que tu essaies de lui apporter. Fait que d'emblée, si tu peux contrôler un peu le timing ou tu es capable de percevoir qu'est-ce qui pourrait être un timing intéressant, c'est sûr que si autrement dit, tu envoies un courriel pour dire « Je veux une augmentation de salaire un samedi soir à minuit », c'est peut-être pas le meilleur timing. Bon, il y a ça. Après ça, il y a toutes sortes ça dépend des circonstances, mais par exemple, je pense qu'il y a quelqu'un qui veut augmenter son salaire dans la période actuelle. Je suis un gars qui fonctionne avec des arguments de droit beaucoup. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on appuie notre argument sur quelque chose de factuel. Puis en ce moment, un des meilleurs arguments qu'on peut sortir, c'est l'inflation. C'est, dans le fond, si tu ne me donnes pas une augmentation de salaire, je perds mon pouvoir d'achat. Puis il y en a d'autres qui augmentent les salaires actuellement pour ma compétence. On est dans un contexte de rareté de main-d'œuvre. Donc, juste d'un point de vue argumentaire, factuel, je pense que tu peux te monter un beau petit dossier, puis ça, c'est important, la préparation. Parce que un des points fondamentaux de la négociation, puis c'est une question de jeu de pouvoir, c'est quoi tes alternatives? Si tu n'as pas d'alternative, tu n'es pas en position de pouvoir. Donc, c'est simple. Si tu veux demander une augmentation de salaire, timing, prépare ton dossier, parle d'inflation, parle de, ça fait, mettons, ta performance a augmenté, tu as apporté de la valeur, etc. Puis, gentiment, si la personne n'est pas prête à te donner ce que tu lui demandes, toi, tu as d'autres alternatives. Il y a peut-être un autre employeur qui aimerait ça t'offrir un salaire plus intéressant pour des tâches similaires. Donc, juste ça, tu as quelques outils là, pour aller négocier. Après ça, en business, je veux dire, on peut en passer plusieurs, mais il y a ce que j'appelle anticiper la coupe de la poire en deux. C'est comme une technique classique. C'est tellement utilisé que tout le monde le sait. On va faire rejoins-moi à mi-chemin ou on coupe la poire en deux ou la pomme en deux, peu importe c'est quoi l'expression. Donc, tu le sais que fondamentalement, par exemple, si tu annonces quelque chose sur Kijiji à 100$, il y a quelqu'un qui va t'arriver à dire « Moi, je veux t'offrir 80$. » Les chances sont vraiment bonnes que si tu lui dis « Regarde, meet me halfway. On coupe la poire en deux. 90, c'est le prix final. C'est le classique du classique. Donc, la pensée supplémentaire par rapport à ça, ça va être de dire, t'anticipes que la coupe va se faire à mi-chemin. Donc, si tu es pour faire une offre, fais une offre plus basse en anticipant elle va être où la coupe dans le milieu pour économiser la différence. Dernier point que je veux dire, parce que là, je pourrais parler, il y en a plein. Là, c'est fascinant. On n'aborde pas souvent ça sur le podcast, mais ça l'affecte tellement de sphère de vie, tant au niveau, de l'investissement, mais aussi personnel. Puis il y a tellement de valeur, je trouve, puis c'est tellement pas adressé souvent que c'est ça. C'est fascinant. Ça vaut la peine d'en parler un petit peu, puis je vais recommencer à faire du contenu parce que je sais qu'il y a un vide là-dedans. Puis s'il y a bien quelque chose comme une portion de mon expertise légale que je peux ramener dans la vie courante, c'est ça, tu sais. Et que l'autre point que je peux dire, puis je le passe par une anecdote parce qu'on le comprend bien, mais dans le fond, la morale de ça, c'est le premier qui se prononce quand on parle d'une valeur d'une négociation qui est indéterminée. C'est-à-dire, on ne sait pas exactement c'est quoi la valeur. Donc, par exemple, si tu demandes une augmentation de salaire, mais tu ne dis pas combien et que ton gars te demande, mais c'est combien? Ou tu demandes, OK, combien, es-tu prêt à vendre ça? Combien tu le vendrais? Quand la valeur de ta négociation est indéterminée, le premier qui se prononce perd. Puis la raison est simple, c'est que, puis ça c'est l'exemple que je donne dans un des TikTok que j'ai fait à l'époque, mais c'est comme, imaginez-vous un homme d'affaires qui se promène en campagne, puis là il voit une belle maison qui lui rappelle son enfance, il fait « fuck, il faut que j'achète ça me rappelle tellement des beaux souvenirs ». Il se dit « bon, j'ai un budget de 250 000 pour faire une folie de même, mais en même temps ça me rappelle, je sais pas moi, la compote de pommes de ma mère », tu sais. Fait que il s'en va cogner chez le gars. Il dit « Hey, excusez-moi, mais je capote sur votre maison. Je ne sais pas où est-ce que vous en étiez par rapport à
à cette maison-là, mais si vous êtes prêt à vendre, moi, je suis prêt à l'acheter. T'sais. Et là, le propriétaire de la maison, il sent la bonne affaire parce qu'il y a un autre principe en négociation, c'est plus tu es pressé, moins tu es en position de pouvoir. Parce que dans le fond, ça sent le désespoir. Là, fait que lui, il se dit, bon, ben, le gars, il est pressé. Moi, je sais que ma maison vaut 150 000. Fait que je vais essayer d'y en passer une bonne. Je vais lui dire 175 parce qu'il est pressé. Fait que le gars, il dit, ben moi, je serais prêt à t'en vendre 175. Mais là, l'homme d'affaires, dans sa tête, il dit, j'avais 250 000 de budget pour l'acheter, je suis mort de rire. C'est un sacré bon deal. Fait qu'il donne 175 sans hésiter. Fait que la morale de l'histoire, c'est que les deux personnes ont l'impression d'avoir fait un bon deal dans ce truc-là. Le propriétaire, il a l'impression de l'avoir soincé de 25 000, puis l'homme d'affaires, lui, dans sa tête, il a économisé 75 000. Mais la réalité, c'est que le perdant du deal, c'est le gars qui s'est prononcé en premier. Parce que si le propriétaire avait dit, ben, combien ça vaut pour vous? Le gars aurait dit 250 000. Le propriétaire aurait vendu 75 000 $ de plus sa maison. Fait que bref, c'est une technique classique. Si vous ne savez pas trop combien quelque chose vaut, laissez l'autre personne se prononcer en premier parce que vous ne savez pas à quel point, des fois, la personne, ça vaut plus cher que ce que vous avez dans l'idée. Non, c'est fascinant. Puis à travers l'histoire aussi, c'est fou hein, qu'on raconte une histoire à quel point c'est plus convaincant. Là, j'étais comme super, c'est fou. À chaque fois, je suis toujours surpris de voir le pouvoir d'une histoire, là, à quel point c'est... J'imaginais la maison, moi, dans ma tête. J'imaginais le gars, puis j'imaginais l'autre gars qui ah ouais, cool, 175 000. Ouais, c'est ça. Puis dans le fond, il vient de laisser 75 000 $ sur la table. Puis ce qui est horrible, c'est que la personne est comme, mais j'ai fait un bon deal. Tu sais, mais dans le fond, non. T'as perdu 75 000 $. Nous, tu vois, en négociation salariale, parce que ça fait depuis 2014 que je travaille dans le milieu des agences, en négociation salariale, on aime donner le salaire qu'on veut. Pour nous, c'est la première personne qui dit le salaire qu'il veut, c'est elle qui est plus ou moins gagnante. Puis, admettons, si tu veux 70 000, dis que tu veux 80 parce que tu sais que le gars va aller en bas. C'est un petit peu comme ça plus qu'on fonctionne dans la négociation salariale et non la négociation de biens. Mais la notion de dire son prix en premier, je suis curieux. Ultimement, dans n'importe quelle forme de négociation, surtout mettons qu'on achète quelque chose ou on négocie, idéalement, c'est de ne pas être dans la position d'afficher le prix ou de dire le prix que tu souhaites au départ, dans le fond, peu importe. Ben, c'est que ça dépend c'est quoi le contexte. Quand tu t'en vas au magasin, tu veux que les prix soient affichés, mais c'est parce que c'est un marché qui est bien établi. Donc, on parle d'une négociation. Par exemple, moi, si j'allais pour demander une augmentation de salaire, si ton patron te dit combien tu veux, ben je pense que c'est normal que tu dises combien tu veux, mais tu veux peut-être utiliser plus la technique de t'overshot, sachant que la poire va se couper en deux. T'sais. Mais je trouve que la question d'un objet non déterminé, c'est quelque chose qui peut arriver quand même régulièrement. C'est-tu la situation la plus fréquente? Peut-être pas, parce que tu t'en vas au McDonald's, tu vas pas commencer à négocier anyway, tu veux que le prix soit affiché, tu vas acheter, right? Fait que c'est plus, ça peut être plus en affaires, où est-ce qu'il y a souvent des choses qui sont pas affichées comme à vendre, mais potentiellement peuvent l'être à vendre, ou des partenariats, ou des choses que tu te dis, bon, mais combien ça vaut, ça, dans le fond? Mettons, service, quelque chose comme ça. Ouais, ou tu sais, mettons, je vous dis, hey, les gars, moi, j'aime ça, libre, je veux acheter 25 %, combien ça vaut? En date d'aujourd'hui, à moins qu'on ait fait une évaluation de la juste valeur marchande, on le sait pas, tu sais. Fait que c'est comme, combien ça vaut exactement? Faut qu'on ait une idée de, si vous me dites 1 250 000, je vais dire, mais manger de la merde, mais tu sais, c'est comme, je veux dire, le point étant que c'est peut-être pas applicable à toutes les circonstances, puis il n'y a pas une technique de négociation qui s'applique à toutes les circonstances, mais c'est important d'avoir une boîte à outils pour différentes choses pour obtenir ce que vous voulez. Là. Puis le reprenariat, c'est quelque chose qu'on voulait parler ensemble. Avec la négociation, je pense que c'est un cocktail intéressant. Ben oui. Moi et Simon, c'est quelque chose qu'on a déjà discuté. On le sait, il va y avoir un des plus gros transferts de richesse entre la génération des baby boomers. Il y a énormément d'entreprises qui ont, oui, des dettes technologiques, mais aussi qui n'ont juste pas d'héritiers ou de personnes dans la famille qui veulent la reprendre. Il y a une grosse vague qui s'en vient, des grosses opportunités. Ben oui. Comment faire? Ben, pas comment faire, mais comment se lancer un peu dans le reprenariat? J'imagine, bon, le pouvoir de négociation, acheter une business, c'est probablement le truc le plus important, c'est d'avoir un fair value quand tu reprends la business. Je pense que c'est là que tu fais ton argent au départ avec la valeur. Combien tu payes, ouais. C'est ça, exact. C'est là que la majorité. Il y a toute une question de financement aussi. Tu sais, je veux dire,
Premièrement, juste, mettons, quelqu'un qui pense partir un projet, il y a quelque chose de créatif là-dedans, c'est amusant, tout ça, mais c'est très difficile. Puis t'as quoi, 95% des startups qui font faillite en 5 ans? Les statistiques sont, tu sais, dans le fond, c'est vraiment tu roules des dés, là. Fait que, puis on fait face assez rapidement à la problématique de cash flow. C'est le classique de la startup. La personne, des fois, va même soit acheter une business ou créer un projet parce qu'elle est tannée de sa job. Puis ça, c'est un gros problème. Ou est-ce que tu vas créer une pression financière sur ton projet? Ben, c'est normal qu'un projet soit déficitaire ou qu'il ait de la misère à créer. Tu sais, créer un cash flow, créer une nouvelle forme de revenu from scratch, là, à partir d'une page blanche, c'est difficile. Ouais, c'est de la magie. Là. Ah oui, c'est vraiment incroyable. C'est une compétence qui est difficile à pull off. Fait que l'avantage du reprenariat vis-à-vis de l'entrepreneuriat, c'est que tu achètes des états financiers établis. Le niveau de risque est beaucoup moindre. Tu as quelqu'un qui a un track record, des fois depuis 20 ans. Donc, tu peux voir c'est quoi la rentabilité. Clientèle. Des fois, tu achètes de la clientèle en même temps. Donc... Carrément. Puis ça, c'est des choses on peut parler, il y a différents... Parce que moi-même, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un processus pour racheter un avocat qui partait à la retraite. Puis ça m'a permis de voir qu'est-ce que c'est négocier avec un boomer à la retraite. Puis honnêtement, c'était... En tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est que... Ça s'est passé comment? Ben, en fait, c'est un peu... Je veux pas faire de l'agisme, mais... je vais faire de l'agisme. Mais je vais... Moi, c'est ça, quand tu te fais un « mais » après à dire ça. Je suis pas raciste, mais non. Je fais juste dire que, mettons, on va mettre tous les entrepreneurs dans le même panier ou est-ce qu'on aime ça faire des bonnes affaires? T'aimes ça l'impression d'avoir fait un bon deal? Et ça se peut très bien que, parce qu'on est dans une... Bon, je vais repartir un pas en arrière. Ce qui se vendait, là, je ne sais pas si vous avez familiarisé votre audience avec le BAYA ou l'EBITDA. Là, pas vraiment, non. Bon, OK. Bon, dans le fond, si tu veux mesurer la rentabilité d'une entreprise, il y a un indice comptable par excellence qui est utilisé par tout le monde. Retenez ça, le BAYA ou l'EBITDA, essentiellement. BAYA. Exactement. Ben, vous le savez très bien, c'est quoi, je suis certain. On l'a déjà expliqué, on en a déjà parlé, mais pas plus que ça. Bon, essentiellement, c'est une mesure comptable du profit. Quel serait le profit si on exclut l'intérêt payé sur des dettes, si on exclut tout un ensemble de facteurs, mais tout ça pour dire que quand tu évalues combien une business vaut, c'est un nombre de fois, c'est un facteur de l'EBITDA. Mais juste avant la pandémie, parce que l'argent était facilement accessible ou coûtait pas cher, on va dire ça comme ça, le taux d'intérêt était tellement bas que acheter une business, faire du reprenariat, tu allais peut-être acheter ça tout dépendant de l'industrie. Là, on parle de règle du pouce, ça se vendait peut-être 10-12 fois l'EBITDA. Si tu vas chercher un financement à la banque, en général, ils vont penser, mettons, pour une activité semi-manufacturière, ça va être 7,5 fois l'EBITDA. Mais là, on est dans une période de récession non dite causée par la Banque centrale, ce qui fait en sorte que réellement, en ce moment, puis c'est pour ça que c'est un méchant bon timing pour faire du reprenariat, tu achètes des entreprises 3 à 5 fois l'EBITDA. Ce qui se vendait 10-12 fois l'EBITDA il y a 3 ans. Fait qu'il y a beaucoup de ces boomers-là qui partent à la retraite qui n'ont pas ajusté leurs expectatives de ce qu'ils veulent avoir. Parce que dans le fond, ce que le boomer veut, on se met à sa place, là, il commence à être fatigué de sa business. Il commence à vouloir prendre sa retraite. Il se met en vente en espérant que sa clientèle va être bien servie, tout ça, blablabla. Là, c'est toutes les fleurs marketing derrière ça. Mais la réalité, c'est qu'il veut un beau chèque pour fermer la shop, passer à d'autres choses. Fait que lui, ce qu'il veut, c'est vous donner le moins de balance de prix de vente possible, avoir le plus gros chèque possible. Donc, autrement dit, ça crée, pour utiliser des grands mots, là, une dichotomie entre les attentes du vendeur qui, lui, a commencé à penser à vendre un peu avant la pandémie. Finalement, ça s'affiche dans la pandémie parce que quelle période étrange, ça ne tente plus d'avoir ça à gérer. Il y a eu une baisse de clientèle. Mais moi, ce qui m'est arrivé, c'est qu'autrement dit, je me suis inscrit sur le CETEC. Je ne sais pas si vous avez parlé de ça avec vos... Oui, mais c'est justement là où tu vois le listings des entreprises. Oui, il y a full de sites, d'ailleurs, que je veux mettre sur... excuse-moi. Comme acquisition.biz. Ouais, acquisition.biz, occasionDaffaires.ca, il y en a plein, là. Il y a une liste, là. Puis pour le BAIIA, c'est bénéfices avant impôt, intérêt, amortissement. Oui, je pense que c'est pas mal ça, exactement. Et en anglais, je le sais. C'est Earnings Before Tax, Interest, Depreciation and Appreciation. Moi, je dis EBITDA en anglais. Mais... Ouais, c'est ça. Mais je pense que ce que le monde, faut qu'il comprenne, BAYA ou EBITDA, là, c'est genre un genre de profit épuré. C'est ce qui te reste, c'est le bottom line. Ouais, c'est ça. Tu sais, autrement dit, des fois, tu vas analyser des états financiers de business, puis je peux vous aider, là, by the way, s'il y a du monde qui veut nous contacter dans votre audience, qui veulent racheter, puis qui ont besoin d'accompagnement, ben, je peux aider ce monde-là aussi. Là. Mais, tu sais, dans le fond, il y a
des fois, des business que tu vas analyser, que il y a une belle marge de profit. Mettons, ils ont 50 000 de profit puis ils veulent vendre 150 000. Fait qu'on va dire, mettons, c'est 3 fois l'EBITDA, ce qui semble être un bon deal. Mais tu te rends compte que son 50 000 de profit, ça exclut le salaire qu'ils versent nécessairement aux propriétaires pour que les opérations fonctionnent. Donc, réellement, quand tu regardes ça, tu te dis, bon, tu as 50 000 de profit, mais c'est parce que tu ne comptes pas le salaire de 50 000 que tu t'es versé pour tout ce que tu fais. Donc, si toi, tu achetais la business, si tu engageais quelqu'un pour remplacer le propriétaire, il n'y en aurait pas de profit. Oui, parce que ça coûterait 2 fois. Ouais, c'est ça. Parce que tu le payerais à quelqu'un, ce 50 000-là. Parce que tu t'achètes pas nécessairement tout le temps de job. Là. Des fois, c'est un investissement que tu fais. Là. Donc, puis ça, c'est un autre truc qu'il faut penser quand on fait de l'entrepreneuriat ou du reprenariat. Avoir une job, c'est gratuit. C'est ça. Aller appliquer sur une job, c'est gratos. Fait que tu vas-tu payer 100 000 pour participer dans un projet pour avoir une job qui va t'en donner 30, peut-être si ça va bien, plus les dettes qui viennent avec. T'sais. Mais en fait, le gros problème avec l'entrepreneuriat puis le reprenariat, un peu comme une maison, tu parlais tantôt de la maison de campagne, c'est que toi, tu as ces souvenirs-là. Et dans ton entreprise, quand tu vends ta business, tu as encore dans la tête comment tu as grindé au début pour commencer à faire ton projet, les pertes, l'anxiété que ça a généré, le stress, les disputes avec ta blonde ou ton chum, que toi, tu veux juste acheter froidement. Que tu mets dans le prix de vente. Là, le vendeur est full émotionnel. Le vendeur est vraiment émotif. Je pense que vous avez vraiment avantage, dans le fond, si vous voulez absolument acheter une entreprise. Premièrement, en ce moment, il y en a beaucoup à vendre. C'est un bon timing pour acheter. Fait que prévoyez vos alternatives. Là, ça se peut que votre première analyse d'entreprise se solde par quelque chose de soi qui est complètement déraisonnable. Moi, c'est ça qui m'est arrivé dans le fond. Le vendeur est super émotif, là, parce que là, puis il va avoir une perte en revenu aussi, jour 2, là, après la vente. Et aussi, la plupart du temps, c'est la première fois qu'ils vendent une entreprise. Il y a l'espèce de nouveauté, de peur. Là, il n'y aura plus son salaire, il n'y aura plus le contrôle. Il y a une perte de contrôle, il y a une perte de valorisation. C'est très émotif là, pour le vendeur. Donc, il y a vraiment une portion courtisée, là, le vendeur, pour lui plaire. Puis, par contre, ça ne veut pas dire de faire un move financier ridicule. Moi, ce qui m'est arrivé, c'est que quand on parle de, par exemple, racheter la clientèle de quelqu'un qui fait du service, soit financier, soit légal, soit peu importe c'est quoi le service, ce que tu rachètes essentiellement, c'est une liste de clients. Et comment on évalue cette liste de clients-là? Ça va varier entre 0,5 fois les revenus bruts, donc combien ils génèrent annuellement, et 1,2 fois. Il y a des exceptions, là, je vous donne des règles du pouce. Là. Il y a c'est des guidelines. Mais le haut de la braquette, le 1,2 fois, fait que mettons, si le gars il a un chiffre d'affaires de 250 000 avec sa clientèle par année, s'il veut 1,2 fois, mettons, ça nous mène à 300 000 son prix de vente. Mais le haut de la fourchette est réservé pour les clients qui sont très récurrents. Donc, mettons, un comptable qui a une clientèle corporative qui revient année après année depuis 20 ans, c'est probablement quelque chose qui vaut son 1,2 fois parce que tu sais que les chances sont très bonnes que le client revienne. Mais là, moi, dans le cadre où mon boomer, il affichait qu'il y avait 450 000 de chiffre d'affaires, mais c'était son chiffre d'affaires pré-pandémique. Parce que la pandémie, il a rentré dedans. Puis quand tu regardes ses états financiers des 3 dernières années, c'était plus entre 200 et 250. Fait que là, tu dis, bon, OK. Mais le gars veut quand même le prix de vente qu'il affichait quand il faisait 450 000 de chiffre d'affaires. Fait qu'autrement dit, c'est pour ça que je parlais de dichotomie, c'est que la période économique est rough, puis le beau chèque reluisant là, que le boomer veut pour partir à la retraite, puis comme finir comme sur un dernier coup de circuit, la période économique ne se prête pas du tout à ça. Parce que pour générer un prêt pour acheter une entreprise, ça va te coûter un prêt à 7-8 facilement, avec des termes hyper sauvages. Le boomer n'aura pas son chèque là, comme il voulait. Non. Fait qu'ils vont peut-être préférer asseoir s'il n'est pas trop tard pour eux puis qu'ils ont encore du temps devant eux. Ils vont se dire, bon, je vais m'asseoir sur ça pendant encore 2 ans au risque que ça soit encore pire dans 2. Fait que bref, il y a une grosse différence. Moi, c'est ça que j'ai réalisé. C'est que premièrement, il a fallu, quand j'ai fait le processus de diligence raisonnable, là, tu poses un tas de questions, tu regardes les états financiers, tu essaies de faire sortir une liste de clients. Je me suis rendu compte, OK, la gestion était... ordinaire, pour en faire un euphémisme. Là. C'était vraiment, on parlait de recevables qui
équivalait presque à 1 an d'opération. Ce qui fait que, dans le fond, c'est quoi? Tu n'as jamais collecté tes clients? C'est quoi qui se passe? C'est comme si tu te dis, OK, si tu ramasses l'enveloppe, tu achètes carrément les actions de la compagnie au lieu de racheter juste un actif qui est la liste de clients, tu te ramasses avec... En tout cas, il y a vraiment beaucoup de considérations. C'est dur de faire des règles du pouce. Fait que, si vous êtes pour acheter une business ou quoi que ce soit, appelez-moi, appelez du monde compétent parce que il y a tellement de façons de se faire rouler dans la farine. Là. Je veux dire, chaque cas est un cas d'espèce. Mais c'est-tu le bon timing pour magasiner, pour acheter une business plutôt que d'en partir une? Définitivement. Puis même dans les deux cas, je pense que de partir une business, si tu es capable de la faire sortir du sol en ce moment, dans une condition économique qui est très difficile, les plus grandes entreprises sont fondées dans des moments comme ça, là, où est-ce que c'est difficile. Ben, c'est sûr que, je fais l'avocat du diable là, si je te dis, j'ai un point contre ça. Go for it. Parce que, je pense que tu as raison, puis je pense que l'entrepreneur, dans le fond, de toute façon, la base, c'est résoudre des problèmes. Fait que si tu vois un besoin, tu vois un problème, tu essaies de l'adresser, puis tu réagis rapidement. Ben, tu vas toujours faire des sous, là, peu importe c'est quoi la période, parce que tu es créatif, tu es travaillant, tu es capable de faire comme « Oh, il y a une opportunité là », puis de la saisir. T'sais. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des idées. Puis la grosse différence entre l'entrepreneur qui réussit et la personne qui ne réussit pas, c'est de passer à l'action, là, de s'exécuter, là, puis avec diligence pendant souvent plusieurs années. Là. C'est rare que Year One, c'est un coup de circuit. Là. Même Airbnb, ça a pris quoi? 7-8 ans, 2-3 relaunch. C'est pas... Tu trouves pas que les entrepreneurs, en tout cas, l'image qu'on se fait des entrepreneurs, c'est tout le temps la vie des gens riches et célèbres qui... on dirait que quand tu dis... Mais quand tu dis aux gens, c'est difficile l'entrepreneuriat. C'est épouvantable. Je sais pas, il y a une quote, c'est drôle, là, c'est genre... avant, je travaillais de 9 à 5, puis je voulais faire plus d'argent. Donc maintenant, j'ai décidé de devenir entrepreneur. Maintenant, je travaille 7 jours sur 7 pour $0. Ouais, c'est ça. Exactement. C'est vraiment bon parce que, c'est comme... je pense que, l'entrepreneuriat, c'est vraiment pas pour tout le monde. Je pense que souvent, tu vas être mieux de... Mettons qu'on parle de prendre la posture d'investisseur, là, carrément, là, avec le reprenariat, où est-ce que tu trouves une business qui roule déjà toute seule, qui n'a pas besoin de ta compétence X. Toi, tu vas donner plus de pouvoir aux gérants qui roulent déjà à la shop. Tu lui donnes 2-3%, 5%, 10% dans la compagnie pour qu'ils restent là, qu'ils soient heureux puis continuent de l'opérer. Puis c'est ça le moins risqué. Là. J'adhère tellement à ça. Là. C'est exactement ma vision. Ben oui, en ce moment, parce que, tu sais... partir une business from the ground up, vous l'avez fait, tu l'as fait dans la dernière année, c'est pas évident. Tu sais, la période, là, vous venez de passer 11 000 abonnés sur Instagram, c'est exceptionnel. Puis malgré tout... En un an, ouais. C'est fou, là. Instagram, c'est plus le fun, là. Le reach organique est pourri. Tu sais, il faut mettre de l'argent dans les pubs. C'est ça le but, de toute façon, de Facebook ou Meta, c'est de te faire pitcher de l'argent dans les pubs. Puis là, tu te bats pour avoir un bon cost per click, pour essayer d'avoir de l'engagement. C'est fou, raide. Puis là, tu postes à chaque jour, puis des fois, tu as genre... Si t'es chanceux, t'as un commentaire, tu sais, genre, oh, c'était une bonne journée. C'est tough. Hey, regarde. On a fait un défi TikTok avec Hub, puis je poste à chaque jour, je fais un TikTok, OK? Puis c'est créer du contenu, c'est du temps, etc. Puis souvent, je l'ai déjà raconté, mais je te raconte à toi. Désolé aux auditeurs qui l'ont déjà entendu, mais je fais une vidéo, puis c'est de shit, là. Cette vidéo-là, tu t'es donné. T'as même pas idée comment ça va pogner parce que le sujet, il est bon. Même, j'ai fait des zooms, c'est sous-titré, il y a tout est là, chaque genre 3 vues, puis c'est ta grand-mère qui l'a regardé, parce qu'elle essaie de t'encourager. Là, quand il y a un problème, là, il y a juste 12 vues depuis hier. Et c'est terrible. Ben oui. L'algorithme, là, c'est moi, incroyable. Ce qui m'avait... puis c'est vraiment... Tu sais, c'était vraiment... Avec TikTok, en tout cas, je pense qu'il faut garder en tête que l'audience, ça change là, peut-être, j'ai fait un bout, là, ça fait 2 ans que je n'ai pas fait de vidéos, mais l'audience était beaucoup plus jeune. Puis mes vidéos qui ont pogné vraiment là, à fond la caisse, là, genre 1 million de vues, c'était genre 3 arguments de négociation pour obtenir un chien. Ah ouais? Oui! Tu sais, comment le kid va négocier avec ses parents ou tu sais, pour en finir avec les jeux vidéo, là, tu sais. Fait que là, c'était comme le temps d'écran moyen en France, c'est tant. Fait que toi, t'es en dessous, tu devrais pouvoir gamer plus. C'est bon pour il y a des études qui disent c'est bon pour cognitivement. Là, les jeunes envoient ça à leurs parents. Hey, je te l'avais dit, là, qu'est-ce que c'était? Fait que là, tu sais, c'est vraiment... chaque plateforme a son audience puis ses règles. Puis un des trucs que j'avais lu, que j'avais entendu par rapport à les internets, c'est
la personne qui est bonne avec les enfants, parce que c'est les enfants qui sont les plus engagés, là. C'est eux autres qui like, qui share avec leurs amis, qui commentent, là, qui sont comme « Non, c'est pas vrai, oui, c'est vrai, blablabla. » J'ai eu un chien. Ouais, c'est ça, j'en veux un chien. Et tu sais, puis tout le monde veut un chien, c'est un sujet full grand public. Surtout pendant la pandémie, tout le monde a eu un chien. Ben là, c'est ça. Écoute, les chiens, les chats, pour avoir des LEDs dans sa chambre, pour avoir se faire teindre les cheveux de couleur, tu sais. Puis à quelque part, je me dis, bon, au pire, c'est ma contribution à la jeunesse, tu sais, des aider un petit peu. Il y a tellement de personnes qui font des contenus pour les aider à tenir tête à leurs parents. Ou comment faire annuler une question d'examen, tu sais. Comment plaider la pandémie pour faire annuler un examen au complet, tu sais. Genre des affaires comme ça, tu sais. Fait que c'est sûr que le contenu full adulte. Les parents doivent taillir, mon gars. Ah, ben, c'est drôle. Moi, j'avais des profs qui m'écrivaient. Mais c'est sûr que, tu sais, ça fait, bon, l'avocat des enfants. Tu sais, comme, calice, on l'aime pas, lui. Mais, tu sais, c'est dur de faire du contenu sérieux, full spécialisé. Je pense que, dans le fond, autrement dit, il ne faut pas mesurer votre succès à le nombre absolu parce que, dans l'absolu, votre niche est somme toute plus restreinte. Ce qui est important, c'est avez-vous du monde engagé? Êtes-vous capable de monétiser ça? Oui. Tout ça pour dire, c'est tough partir une business. T'sais, même si vous avez fait un beau chiffre d'affaires votre première année, vous avez plein d'accomplissements, puis t'es comme ouais, il me semble que c'est pas ce que je fais. Mais parce que c'est ça la réalité d'entrepreneur. Puis des fois, t'aimes pas ça. Moi, je suis pas. T'as quel âge? J'ai 34 ans. Ok, bon, je viens d'avoir 35. Puis à l'époque, il y a quelques années, j'ai parti ma truc de maître chien. Je me suis acheté un chien, je me suis formé, j'ai suivi des cours, je le racontais à Hubert. Là, je travaillais en firme de recrutement, finance, comptabilité. Je finissais à 5 heures, je courais à Montréal pour faire mes cours jusqu'à 10 heures du soir. C'est n'importe quoi. Là. J'ai perdu probablement 5 ans de ma vie tellement j'étais fatigué. Pour devenir maître chien. Pour devenir maître chien. Je le fais. J'essaye ça pendant une couple de mois. Ça marche quand même bien. Il y a une émission de télé. Canal D m'approche, je fais une émission de télé. Pour me dire, pour rentrer chez nous un jour puis tirer ma blonde, c'est parce que j'aime pas ça. J'aille ça être maître chien, finalement. Vraiment pas ça. Puis il y a ça aussi, l'entrepreneurariat, tu peux te planter, il y a des choses que tu veux essayer. Mais au moins, t'as vendu à garder. Right? Ouais, au moins, ça a super bien été. Là. J'ai fait un petit peu d'argent avec ça. Bon. T'as peut-être pas récupéré ton temps, mais au moins t'as parti non, j'ai pas récupéré mon temps, je te le garantis. Je t'ai pas récupéré. Mais t'as gardé le chien, t'as eu un chien. Puis j'ai appris énormément de choses. Tu sais, mettons tout le montage vidéo, etc. J'ai eu pas le choix de me former, monter un plan d'affaires, aller vendre, aller négocier. Tu sais, on parle d'abonnés. Puis quand je suis allé voir le monsieur pour offrir mes services, donc c'est une grosse firme de gardiennage, sécurité. Puis je lui dis, mais regardez, ma page YouTube, j'étais rendu à peu près 1 million de vues. J'avais, mettons, 7-8 000 abonnés. Mon Facebook aussi. Puis il me dit, ouais, mais les abonnés, c'est pas mes clients, c'est pas eux qui payent. J'étais comme, c'est vrai. J'ai pas réussi. J'ai pas eu de contre-argument. J'étais comme, écoute, ça, c'est vraiment tu sais, souvent le monde, on le rêve, puis on va le faire mourir dans l'œuf aujourd'hui sur ce podcast. Mais tu sais, faire une business web, là, c'est pas le 4-hour work week là, que tout le monde vous vend. Puis là, c'est on repeat. Ah, c'est vraiment passif si je me fais un channel YouTube. Non. C'est des années de produire du contenu, de s'adapter. Puis à tous les jours, là, les algorithmes là, sont avares de l'attention des gens. Fait que si tu veux vraiment plaire à l'algorithme, c'est du contenu quotidien, 7 jours sur 7 pendant des années. C'est fou raide quand tu penses à ça. Pour peut-être faire une coupe de piastres en automatique. Mais excuse-moi, mais si tu arrêtes de faire du contenu, là, ton contenu, il n'est plus poussé. Ça finit là. Non, littéralement. C'est comme, c'est pas... Il n'y a pas de business il n'y a pas d'argent facile, là, vraiment, là, en affaires. Là. Je pense que ce qui est... Puis là, je radote, là, je me répète, mais je pense, là-dessus, on est d'accord. Si tu veux créer vraiment quelque chose de passif, c'est d'investir dans le reprenariat ou qui est autogéré. Qu'il y a déjà un gestionnaire qui, lui, attend peut-être juste ça, avoir sa chance d'avoir des parts dans l'entreprise pour laquelle il se donne corps et âme, puis c'est rentable, puis toi, ben, tu laisses ça gérer, tu donnes sa chance au gérant, puis tu investis juste pour racheter la business. Ça, c'est probablement ce qu'il y a de plus passif. Ou donner ton argent à un gestionnaire chez Desjardins, là, tu sais. Ouais. Puis, il y a aussi l'investissement autonome aussi, qui est d'investir soi-même. Mais encore là, c'est-tu temps passif? S'il faut que tu fasses la recherche sur ton stock, s'il faut que tu fasses l'analyse fondamentale, c'est pas ce que je considère qui est passif. Non, c'est comme, il y a beaucoup de gens qui sont sous l'impression que faire de l'immobilier, c'est passif.
C'est tout sauf passif, man. Je veux dire, oui, c'est vrai qu'à tous les mois, oui, c'est vrai que c'est un marché qui est établi. Oui, c'est vrai que tu peux générer un cash flow. Oui, c'est vrai qu'il y a tout un paquet de vraies choses là-dedans. Mais de penser que tu vas acheter 25 portes puis que tu vas être assis sur tes lauriers à rien faire, oh my God. Tu vas avoir un wake-up call aussi difficile que quand tu t'es lancé pour devenir influenceur sur TikTok. Tu sais, je veux dire, c'est dur. En tout cas, moi, ce que je pense, si les gens veulent se lancer en affaires ou penser qu'ils vont se créer, tu sais, qu'ils n'aiment plus leur job, commence par te trouver une job que tu aimes pour créer un cash flow stable qui ne te dérange pas, qui ne te prend pas trop de ton temps. Au pire, fais le temps partiel pour couvrir les dépenses, pas être stressé. Parce que quand tu es stressé, tu as une pression financière. Tu ne penses pas bien, tu ne réfléchis pas bien, tu prends plus de risques pour essayer de faire le coup facile. Il n'y a rien qui marche. Fait que solidifie un cash flow d'une façon relativement facile, pas trop épuisante, que tu peux conserver pendant des années. Puis là, tu vas vraiment donner une chance à ton projet. Tu ne vas pas te lancer dans ton projet jour 1 en essayant de te sortir un salaire de 100 000 par année. Ouais. Je veux dire, quelle chance tu donnes à ton projet, là? Non, c'est ça. Puis d'avoir des baby steps en place, je pense que le défi de 30 jours, mettons 30 TikTok dans ton cas, dans ton cas, c'est accessible. Puis déjà là, ça teste un peu la discipline ou à quel point tu le veux. Parce que souvent, les gens ont beaucoup d'idées, ils ont beaucoup de belles volontés, c'est parfait. Mais quand il y a le temps de parler un peu de discipline puis de le faire à chaque jour, est-ce que tu vas vraiment monter sur le stage puis le faire? Ah, c'est fou, mais c'est pour ça que c'est important. En fait, puis c'est la mentalité que je dirais au monde, mettons. Tu sais, dans le fond, je n'ai essayé plein des affaires. J'ai investi dans des startups, je n'ai parti, j'ai échoué lamentablement. Puis ce qui a vraiment fonctionné pour moi, c'est ce que j'ai fait le plus longtemps, être avocat. Ça fait 12 ans, depuis 2011. Ça fait 12 ans que je fais ça. Année après année, jour après jour, je fais de la formation pour rester à jour, je développe ma clientèle, ça fait 12 ans que je fais ça. Puis là, je suis rendu à un stade où, my God, ça va bien. Ça fait 12 ans. J'ai eu des bonnes années, j'ai eu des années de cul. Là, on dirait ces temps-ci, tout va bien. Mon expertise est comme à la pointe de quelque chose. La techno, c'est full. Ça peut pas être plus à la mode, la technologie qu'aujourd'hui. Je suis comme full une expertise là-dedans à l'international. Fait que c'est comme en général, si tu es pour entreprendre, si tu es pour ou même reprendre ou faire de l'investissement autonome, peu importe c'est quoi, ce qui va être payant, ce qui va faire que tu vas réussir, c'est parce que tu vas persévérer jour après jour pendant des années. Fait que tu es aussi bien d'aimer ça, man. Je veux dire. C'est pas pour tout le monde. Puis tu l'as dit tantôt, l'entrepreneuriat aussi. Pareil, je l'ai déjà raconté, je suis désolé tout le monde. Moi, c'est vers 31 ans que mes affaires ont commencé à marcher parce qu'avant, pour moi, c'était décalissant de me lancer parce que ça marchait un petit peu, ça décollait, mais boum. Puis à un moment donné, quand ça a commencé à marcher, je me souviens, j'étais avec ma mère, j'étais dans la cuisine à ma maison, puis je me suis comme à côté sur le comptoir, puis j'ai dit enfin, that's it, c'est parti. Puis depuis ce temps-là, j'en ai 35 maintenant, depuis ce temps-là, c'est vrai qu'un petit peu tout ce que je touche marche. Mais parce que, je me suis dit, ça a été des années de grinding. Pour apprendre tous les différents skills. Pour être un entrepreneur puis pas vider ton cash en consultant. Là, écoute, il faut que tu en développes des compétences. Il ne faut pas arrêter d'apprendre. Mais je pense que c'est bon de toute façon, dans la vie en général, il ne faut jamais arrêter d'apprendre. Le point, c'est pas d'être parfait puis de connaître tout. Le point, c'est de jamais arrêter d'apprendre parce qu'il y a toujours du nouveau stock. Toujours. J'ai une question qui n'a pas forcément rapport, mais je te la posais. Est-ce que toi, tu as fait du sport de haut niveau pour avoir cette discipline-là? Ils disent que souvent, les gens, ils l'ont appris dans les activités extrascolaires. Est-ce que toi... moi, j'ai été un athlète de natation à Québec. J'étais dans le Rouge et Or, ceux qui connaissent, là, avec l'Université Laval. Je ne l'ai pas fait universitaire parce que j'ai arrêté en secondaire 5 finalement, mais j'ai fait le sport-études, là, dans le fond, où est-ce que le matin, c'était l'école, puis l'après-midi, c'était le sport. Donc, j'ai fait du sport d'élite là, pour le groupe d'âge, là, on s'entend. Je n'ai pas fait les Olympiques. Là, mais... Est-ce que tu penses que c'est ça qui t'a donné un certain edge? C'est un effet. Je pense que là-dessus, je suis un peu divisé parce que moi, ce qui est arrivé, c'est que dans le fond, la discipline, écoute, pour faire du sport d'élite, à la fin, là, quand j'avais 15 ans, là, je nageais 9 entraînements par semaine de 2 heures. Fait que c'est 18 heures, plus... Évidemment, les déplacements, le repos, puis des fois, il y a des trucs en dehors de ça aussi, les compétitions, les ci, les ça, les camps d'entraînement, que là, c'est encore plus. Je pense qu'en natation, je ne sais pas si c'est vrai, là, mais que vous allez super tôt le matin à la piscine, c'est tout le monde? Oui, c'est ça, exactement. Okay. À partir d'un certain âge, exactement, ça va être 5h30 sur le bord de la piscine. Le matin? Oui, avant d'aller à l'école. Après ça, on a 3 cours de secondaire en matinée, puis en après-midi, on retourne faire une pratique. 2 pratiques par jour, man. Et je veux dire, en tout cas, fait que moi, ce que je pense, c'est que pour des jeunes,
ça peut fonctionner dans certains cas, mais pour un jeune qui a des capacités intellectuelles, t'es peut-être mieux de focusser tant qu'à vouloir développer une discipline, focusser sur un programme académique un petit peu plus développé, là, parce qu'à mon sens, le retour sur investissement est meilleur. Ou est-ce que tant mieux si au Canada, tu performes super bien au hockey, tu as peut-être une chance sur 1 million là, de gagner ta vie avec ça. Mais en natation, tu as 0 chance sur 1 million où tu vas gagner ta vie pendant quelques années à 50 000 par année parce que tu as des subventions, puis des ci, puis des ça. Mais le sport en général, pour un enfant qui a des capacités cognitives intéressantes, 100% du temps, je l'inscrirais dans un programme juste qui nécessite un petit peu plus d'effort. Donc, il va développer sa discipline comme ça. Mais le sport, 3 fois par semaine, ça va là. Tu n'as pas besoin de faire plus que ça pour bien vivre. Là. Fait que, de bon sens. Pour moi, le retour sur investissement est plus intéressant d'inscrire un enfant au secondaire dans un programme où il va apprendre à faire de la programmation à 13 ans que de faire 18 heures de piscine ou de karaté par semaine. Ça laisse faire. Coupe ça en 3, puis fais 6 heures de programmation par semaine. Puis je trouve que là, c'est vraiment un meilleur investissement. Parce que moi, ce qui est arrivé, c'est qu'à 15 ans, quand j'ai lâché tout ça, je suis parti sur le party, man. J'ai jamais lâché l'école parce que c'était toujours une valeur dans ma famille. Mais j'ai complètement lâché la discipline. C'était trop. Fait que bref, moi, là-dessus, je suis un peu, oui, ça m'a sans doute aidé. Puis j'ai fait l'armée aussi. J'étais dans l'armée pendant 2 ans. Fait que, il y a toutes sortes de. Je reconnais le bénéfice de la discipline, l'importance du professionnalisme, l'importance de la persévérance. Toutes ces choses-là, c'est des valeurs que je partage. Mais quand on parle de sport d'élite qui nécessite un investissement littéralement surhumain, je pense que le retour sur investissement, il y a un point de non-corrélation proportionnelle, de corrélation inversement proportionnelle. Où est-ce que je pense que tu as des bénéfices à apprendre à l'enfant à faire du sport peut-être jusqu'à 5 heures par semaine, mais passer 5 heures, le retour sur investissement est pourri. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Je crois beaucoup aux activités comme l'art, la musique, le sport, mais à un moment donné, faut pas que ce soit too much puis d'écœurer le kid puis que justement le kid il veut le parce que tu fais l'effet contraire. Exactement. Tu fais l'effet contraire. Fait que tu sais, d'avoir une discipline, oui, d'avoir des incitatifs aussi à accomplir des objectifs, mais moi tout ça, ça va être articulé pour mes enfants quand j'en aurai, ça va être articulé autour de l'école. Tu sais, moi j'ai eu une petite douance là, donc j'ai sauté une année, tu sais, l'école ça allait très bien. Je pense que ça aurait été plus rentable pour moi d'être dans un programme, mettons, à l'international, au secondaire, apprendre une 3e langue, peut-être apprendre la programmation. Puis si mes enfants ont ces traits de cognitifs-là, ben c'est certain que moi, je vais organiser leurs incitatifs financiers. Ah, tu veux aller à Disneyland? Bon, ben moi, je veux des A+ à l'école. Je veux ci, je veux ça, tu sais. Fait que, moi, c'est sur mon Saint-Saëns par rapport au sport d'élite. Ouais. Non, c'est... Merci. Ouais, c'est intéressant. Je me demandais... Pour revenir à l'univers des affaires, tu as parlé de quelques sites pour parler justement d'acquisition d'entreprises. Quel genre de business ou quel genre de catégorie de business que tu trouves intéressante en termes de reprenariat? Ça dépend de c'est quoi ton profil. Okay. Tu sais, une mentalité que j'aime en affaires, puis ça fit avec la persévérance, c'est de toujours construire par-dessus plutôt que construire à côté. Dans le fond, tu as souvent intérêt à terminer ton bâtiment plutôt que de racheter un autre terrain pour faire une autre fondation ailleurs. Parce que c'est plus rentable quand ta maison est construite que quand tu as juste une fondation. Là. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est correct d'essayer, mettons, un cours de maître chien, mais ça se peut qu'après avoir posé la fondation pour devenir un excellent maître chien, parce que le vrai cash, dans le fond, il n'est pas d'être dans un jack of all trades. Le vrai cash, il est dans être excellent dans quelque chose. Puis pour devenir excellent dans quelque chose, il faut que tu le fasses souvent, puis longtemps. Il faut que tu aimes faire ça aussi. Oui, ben si tu n'aimes pas ça, ça va être un calvaire de devenir bon à quelque chose. Mais tu sais, c'est toujours le top 10% d'une cohorte là, qui fait le cash. Là. Fait que dans le sens que, tu sais, mettons, les avocats, tu as 50% des avocats au Québec qui ne font pas 50 000. Puis pourtant, tu en as combien? 50 000 par année. Tu as 50% des avocats qui ne font pas 50 000. C'est ça que j'avais entendu aussi. Ouais. Pareil, dans l'immobilier, je disais à Hubert, j'ai vu une statistique, le nombre de listings versus le nombre de ventes versus le nombre de courtiers immobiliers,
T'en as plein qui font du bon cash, puis t'en as plein qui font pas de cash. Beaucoup plus qui font pas beaucoup de cash. Écoute, t'as des avocats qui gagnent des salaires de joueurs de hockey, plusieurs millions par année, mais c'est une fraction de pourcent. Fait que tu sais, c'est toujours les top 10 le top 10% là, qui sont les meilleurs, qui sont les plus persévérants, qui travaillent le plus, qui ont la clientèle la plus fortunée, qui vont se faire tirer leur épingle du jeu. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est que quel type d'entreprise, quelle industrie, j'ai pas vraiment du jugement, parce que moi, j'ai déjà vu des gens réussir en faisant des vidéos de French en ASMR, là, réussir à monétiser ça. Fait que, tu sais, je juge pas vraiment l'industrie. Il y a du monde qui font beaucoup d'argent sur OnlyFans. J'ai pas d'opinion. Je pense que c'est juste qu'il faut que ce soit une entreprise qui t'intéresse, dans une industrie qui t'intéresse, parce qu'il va falloir que tu sois les deux mains dans la pâte pendant plusieurs années. Fait que c'est aussi bien d'être quelque chose qui t'intéresse profondément. Là. Non, je pense que c'est intéressant. Puis de bâtir aussi, quand tu vas aller reprendre une entreprise, de voir justement s'il y a déjà une équipe en place, mais aussi de pouvoir apporter ton lot de skills et de compétences que tu as déjà acquis ailleurs. Oui, parce que moi, je viserais quelque chose, probablement une entreprise qui n'est pas sexy, un genre de Laundroma ou un genre quelque chose de, pas un genre de low-hanging fruit, là, quelque chose que tu le sais que tu pourrais implanter de la technologie parce que toi, tu connais les réseaux sociaux, tu sais comment faire des vidéos, tu sais comment spin it around. Mais ça, on ne parle pas d'un investissement passif. Là. On parle d'un investissement dans lequel tu veux activement t'impliquer puis tu veux potentiellement faire fructifier un investissement rapidement. Là. Dans ce cas-là, je viserais une entreprise qui est très connexe à ce que tu fais déjà ou que tu pourrais vraiment ramener à ton... parce que dans le fond, ce que je veux dire aux gens, c'est comme, mettons, pour moi, comme avocat, en ce moment, ce qui fait le plus de sens, la business qui fait le plus de sens pour moi d'acheter, c'est un autre avocat qui me vend sa liste de clients. Qui a une liste de clients qui est similaire au mien, que je peux servir jour 1. Fait que là, c'est comme, j'y donne son chèque, jour 2, j'ai des clients, puis je commence à facturer, puis j'y sers bien, puis tout le monde est content. Là. Dans le fond, je grossis mon opération. C'est bien plus facile ça, puis il y a bien moins de risque de faire ça que de dire, je suis un champion mondial en karaté, puis soudainement, je vais mettre les 15 ans qu'il faut pour devenir un bon maître chien. Ouais. C'est comme shit, man. c'est vraiment, t'es en train de racheter un autre terrain pour poser fondation, là. Fait que c'est comme... Je pense que c'est beaucoup plus rentable pour les gens de dire quelle est la prochaine brique que tu pourrais poser pour grossir ton affaire. Ça peut être un autre nouveau pilier, mais ça doit être tout le temps sous le même toit. Là. C'est ça qui est payant. Dans le fond, tu es toujours à peu près dans la même direction, à peu près dans la même... Pas quelque chose de comme complètement out of the blue. Là, Renaud, qui a l'élégance d'un tank, qui a été avocat pendant 15 ans, soudainement, je veux devenir danseuse dans pole dance. C'est genre, man, c'est comme ça. Ouais, ben, t'es gentil. J'irai te voir. Ben, t'es très gentil. Mais ce serait pas élégant, ce serait pas charmant. Là, la due diligence que tu fais pour acheter une compagnie, ça coûte combien à peu près quelqu'un qui le fait? C'est une dizaine de milliers de dollars, je pense? Ça dépend des compagnies. Dans le fond, moi, j'ai une liste très détaillée parce que j'ai participé à des acquisitions de plusieurs milliards dans le cadre des clients que j'ai servis. Donc, j'ai des listes qui sont très détaillées. Donc, la première chose que je ferais avec un client qui m'approche et dit « Hey, j'aimerais ça analyser tel business avec toi, tu veux-tu me donner un coup de main? » On commencerait, je pense, par une entrevue d'1 heure pour voir, OK, c'est quoi la business? Ça fait-tu vraiment de ça? Juste challenge ton modèle d'affaires. Puis après ça, ben, c'est que chaque business a des considérations un peu particulières. Donc là, je vais prendre la liste, puis je vais prendre peut-être 2 heures juste par moi-même, juste pour enlever ce qui n'a pas rapport à ta business, rajouter des questions. Parce que le but, dans le fond, c'est de remettre un document, un questionnaire de 10-15 pages à ton vendeur, une dizaine de pages au moins pour couvrir tout, parce que moi, je prétends qu'on a tout quelque chose qu'on essaye de ne pas mettre de l'avant dans sa business, surtout quand tu vends, tu sais, c'est sûr qu'il y a quelque chose. Fait que moi, ma job, c'est on le trouve. Il est où le problème? Fait que avec cette approche-là, c'est comme un genre de document d'enquête. Puis après ça, on passe en entrevue le vendeur, puis on le bombarde. Puis il faut qu'il nous fournisse la documentation. Puis s'il n'est pas prêt à faire ça, ben c'est pas le bon vendeur. On en trouve un autre. C'est tout. On a voulu acheter une compagnie là, il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, une compagnie d'entretien ménager. Ouais. Sur la rive sud de Montréal, eux, ils avaient un contrat avec les écoles. Donc, ils faisaient l'entretien ménager dans les écoles puis les garderies. Puis,
ils voulaient qu'on fasse une offre avant de voir les états financiers. Donc, nous, on a dit... Si tu fais une offre conditionnelle, à la base, ça, c'est straight up. Nous, on s'est retiré direct. Ouais. Dans le fond, c'était avec mon président. Puis, on s'est dit, garde, c'était déjà compliqué avant même de rentrer. Donc, ça part mal. Là. Ouais, on a arrêté. Non, c'est sûr. Ben, tu sais, premièrement, je pense que la première étape d'un processus, c'est de montrer le sérieux avec ton vendeur. Fait que c'est de fournir une lettre d'intention dans laquelle tu lui exprimes les grandes lignes de ce que toi tu veux, c'est de dire, bon, ben, j'ai l'intention de racheter ton entreprise conditionnellement à une diligence raisonnable, un processus de diligence raisonnable satisfaisant. Voici le prix de vente préliminaire qu'on prévoit acheter, si tout ça est bien. Puis on va financer nous-mêmes nos frais pour faire l'analyse. Puis c'est tout, là, mais c'est conditionnel. C'est normal de fournir un genre de document comme ça, puis après ça, tu signes une entente de confidentialité. Fait que, tu sais, faire un accompagnement du début à la fin, ça peut être extrêmement variable le prix parce que c'est vraiment pas la même entreprise, le même projet. On va dire que d'acheter une cabane à patates frites qui fait 50 000 par année que d'acheter une business de software qui fait 1 million, qui fait 50 millions par année. Fait que, tu sais, moi, personnellement, je charge 350 $ de l'heure. Fait que ça monte assez vite. Par contre, j'ai beaucoup d'expérience. Fait que là, c'est sûr que. Puis je connais très, très bien la tech. Fait que c'est sûr que si vous avez un projet technologique, là, genre I'm the guy. Là, fait que ça dépend. Je peux te dire 10 000 $, ça l'aiderait pas beaucoup à ta compréhension. Ce que je pourrais dire, c'est au minimum dans l'accompagnement, on va jaser 1 heure. Je vais passer au moins 2 heures à peaufiner une liste pour toi. Puis après ça, on va passer quelques heures à réviser l'ensemble des comptes. C'est parce que ça dépend. Il y en a qui vont dire, OK, mettons une business qui a un portefeuille de 500 clients. Bon, mais ils sont où les contrats? Il faut qu'on les regarde. C'est tous des clients qui pourraient canceller jour 1 après parce que ça ne donne rien de racheter une business que le monde a qu'on appelle une termination for convenience là, dans leur contrat ou terminaison sans cause, résiliation sans cause en français. Que sitôt que tu as vendu, que le vendeur et eux autres, ils peuvent faire bon, mais moi, je faisais affaire avec ce gars-là parce que je l'aimais bien, bye. T'es comme oups. C'est comme. Fait qu'il faut les regarder. Fait qu'il y a des trucs qui vont être longs à analyser. Il y en a d'autres qui le seront moins parce qu'il n'y a pas beaucoup de contrats, il n'y a pas beaucoup de documentation. Mais ce faisant, tu mets du temps. Puis oui, c'est du temps que tu peux mettre au vidange, mais c'est beaucoup mieux de mettre du temps au vidange à cette étape-là du processus que d'acheter une business qui est un bateau qui coule. Là. Ah bah oui. Ouais. Non, littéralement. Fait que puis les sites, là, on en a parlé rapidement. Fait acquisition.biz, il y a d'autres sites aussi. Il y en a plein. J'en mets une liste sur la communauté Argent en or. Dans le fond, je voulais vous parler de ce projet-là aussi. Je pense que ça peut aider les gens. Dans le fond, c'est un truc que j'ai lancé pour... comme vous, vulgariser l'économie, mais vraiment d'un point de vue actualité. Dans le fond, j'essaie de faire un pont entre les médias anglophones qui fournissent énormément d'informations financières à jour, que ce soit pour la bourse, les cryptos, l'investissement, l'entrepreneuriat. Il y a tellement de contenu anglo. Pour quelqu'un qui est francophone, not so much. Il y en a, mais il n'y en a pas énormément. Puis c'est d'ailleurs pour ça que vous vous êtes lancé pour vulgariser, parce que clairement, il y a un besoin. Donc, moi, j'ai fait un outil qui est à la fois une communauté. Il y a une web app, là, dans le fond, qui est intégrée au site argentenor.com, si jamais vous voulez aller voir. Mais donc, il y a une web app et j'ai connecté la web app avec ChatGPT puis un agrégateur de nouvelles. Donc là, vous pouvez vous abonner à des flux de nouvelles, que ce soit sur crypto, que ce soit sur bourse, affaires, économie, peu importe. Puis ChatGPT résume les nouvelles en français en 5 points. Des nouvelles anglophones qui seraient autrement inaccessibles. Donc, ce truc-là, là-dessus, je mets des ressources gratuites, des modèles de contrat, des glossaires de termes économiques. Je vais ajouter incessamment une liste assez complète de sites web pour racheter. Aussi pour les Français qui veulent venir s'établir au Québec, il y a des courtiers qui sont spécialisés là-dedans, il y a des sites d'annonces qui sont spécialisés là-dedans. Il y en a une bonne liste. Je vais en mettre une grosse partie sur argentenor.com. Donc, ouais, non, c'est nice. Puis on mettra le lien dans les notes de l'épisode. Sur le site. Cool. Puis je pense que c'est tellement intéressant d'un point de vue justement économique. Là, puis on peut peut-être en plonger plus en détail sur la situation. Le transfert de richesse, l'espèce d'hiver, on en a parlé un peu en surface. C'est quoi ton opinion là, en 2023 puis sur les 2024-2025 des conditions économiques au Québec? Au Québec particulièrement, je suis plus, ou à travers le monde. Ouais, je suis plus macro personnellement que vraiment région. Mais je pense que si on parle juste du Canada en général, l'économie canadienne est basée énormément sur l'immobilier.
il y a une grosse portion du PIB que c'est, dans le fond, la croissance immobilière. Ce qui est une des raisons, d'emblée, ça explique pourquoi les gens ne sont pas pressés de régler la crise du logement. Parce que les plus grands propriétaires terriens, c'est les boomers. C'est eux autres qui possèdent peut-être 70% de la masse monétaire qui est sous forme d'immobilier. Donc, les gens ne sont pas pressés là, de faire construire 200 000 logements sociaux pour qu'enfin ça fasse redescendre le prix. Non. Les gens ne veulent pas ça. Les propriétaires ne veulent pas ça. Puis, somme toute, une grosse partie de l'économie canadienne est basée là-dessus. Mais ce qui dit une grosse économie qui est basée sur l'immobilier dit une grosse économie qui est basée sur la dette. Donc, nécessairement, avec une augmentation des taux, là, on voit les dernières données d'inflation ont démontré que ça ralentit vraiment pas aussi vite qu'on pensait. Donc, il va y avoir d'autres hausses qui vont... Tu sais, dans le fond, le boom de début d'année qu'on a vu, c'était beaucoup causé par le fait qu'on pensait qu'on achevait les hausses, qu'il en restait peut-être 2 de 0,25 %, puis que c'était fini, puis que fin 2023, ça commençait à redescendre. Là, ça a recommencé à cracher parce que finalement, on se rend compte que l'inflation ralentit pas tant que ça. Au Québec, 10,4 % sur les aliments. Okay? Puis c'est vraiment, pour moi, l'inflation est plus élevée que ça. Parce que quand on parle d'une inflation, je pense que c'est quoi, 6,4 % les dernières données au Québec ou au Canada? C'est faux. C'était pas en dessous de 6? 6,1? Je pense 5,9 en tout cas. 5,9? OK. Mais c'est quand même largement plus élevé quand tu penses qu'un PIB qui va bien fait 2 % de croissance. Tu t'enlèves 6 % d'inflation, dans le fond, tu es à moins 4 %. Moi, puis aussi, la question, comment l'inflation est calculée, puis c'est là que je dis qu'il y a plus d'inflation cachée. C'est fou, hein? C'est pas si scientifique que ça. Hein, c'est que c'est un panier de devises. Ouais. Ou est-ce que, dans le fond, l'alimentation, qui représente pourtant un gros morceau de ton budget aujourd'hui, puis une nécessité absolue pour rester en vie, là, je veux dire, ça représente 15 % du panier de l'inflation. Et ça, c'était 10,4 % l'inflation alimentaire. C'est insane. Insane. Puis ça me permet de faire le contrepoint de l'avocat du diable avec ce que tu disais tantôt, des business qui naissent dans la pandémie. Il y aurait une méchante bonne business qui pourrait se partir en ce moment pour récupérer toutes les pertes puis le gaspillage alimentaire puis en faire des paniers pas chers pour le monde. Mais je juste te lire une statistique que j'avais envoyée à ma famille. 45% des Canadiens ayant des hypothèques à taux variables seront en mesure de supporter les taux d'intérêt actuels pendant un maximum de 8,3 mois avant de devoir vendre ou quitter leur maison. C'était l'article de la presse. C'est le 6 février. Puis là, ça, je ne sais même pas si on avait compris que les données d'inflation n'étaient pas si bonnes que ça, finalement. C'était le 6 février. Fait que c'était au début du mois. Mais tu as quasiment une personne sur deux qui a taux variable qui a juste 8 mois en avant. Puis là, il parle des stats parce que je pense que c'est 70 % des hypothèques qui sont variables. Fait que rajoute encore, là, c'est sûr, on s'enligne d'ici la fin de l'année, au moins 3 hausses de plus. Ça va-tu être des hausses de 0,25 % seulement? Mais si on prend ça, là, qu'on s'arrête, puis que les 45 % de ces gens-là ont encore 8 mois au taux actuel. Imagine-toi en montant. Combien de... Ah non, mais c'est fou. Moi, c'est pour ça, je pense que la prochaine année, on pensait que ça allait peut-être se résorber plus vite. Puis c'est pour ça que le marché des actions a rebondi quand même pas pire en début d'année. La réalité, c'est que je pense que dans la prochaine année, il va y avoir énormément d'opportunités pour quelqu'un qui est capable de monter un financement, soit pour acheter de l'immobilier ou soit pour racheter des business. Puis qu'il y a de la liquidité. Ou qu'il y a les fonds pour faire ça. Donc, moi, ce que je pense, c'est que quelqu'un qui a des capacités de gérer les opérations d'une business, c'est une classe d'actifs qui est encore moins accessible. Donc, il y a des encore meilleurs deals là-dedans. Quelqu'un qui veut être plus dans le passif peut se lancer là-dedans, mais il y a moins d'opportunités. Des business qui sont clés en main, autogérés, le propriétaire, pourquoi il le vendrait là? Pourquoi il se débarrasserait d'un actif qui roule tout seul et qui est payant? Il faut vraiment qu'il. Fait que c'est pour ça que c'est important de faire le processus de diligence raisonnable anyway, pour voir où le problème. Mais ouais, fait que je pense que dans la prochaine année, c'est un bon timing pour acheter quelqu'un qui a soit la liquidité ou qui a la capacité de monter un financement. Là. Non, c'est quand même fascinant parce que veut pas, dans des moments de crise comme ça, d'inflexion, il y a beaucoup d'opportunités, puis la liquidité, c'est vraiment une ressource qui est tellement puissante. Là, dans ces périodes-là, quand tu réussis à avoir accès à du capital, c'est phénoménal. Comment ça fonctionne rapidement, brièvement? C'est très gros comme sujet, mais le financement d'une entreprise, j'imagine que... Est-ce qu'une personne qui a un job stable, qui a quand même un bon cash flow, puis qui a quand même des liquidités, peut ultimement
aller acheter une entreprise ou c'est vraiment, en termes de liquidité, là, c'est quoi le range des business qui se vendent? Est-ce que tu vois des business passer à 100, 150 000, 200 000 ou c'est toujours des millions? D'après moi, il y a plein de petits... Quelqu'un qui est un travaillant, je pense qu'il pourrait sans doute acheter 5-6 business de ménage à 100 000 la business en très peu de temps en 2023. Là. La plupart des business, c'est des bineries. Là. Fait que quelqu'un qui est capable d'acheter plein de petites bineries puis de les consolider, d'après moi, il va faire beaucoup de cash. Fait que tu sais, ça dépend. Puis il y a aussi une question, une grosse portion qui est reliée à la négociation, c'est la balance de prix de vente. Combien le vendeur est prêt à te financer. Puis c'est une façon pour toi d'amortir ton risque aussi. Parce que dans le fond, tu rachètes quelqu'un qui est confiant là, de sa business. Oh my God, c'est sûr ça génère tant, c'est sûr ça génère tant. Ah, ben parfait, donc tu n'auras pas de misère à faire un financement sur 2-3 ans. Nous, c'est ce qu'on a fait. Ben, c'est ça. On a acheté une business l'année passée, on a fait une balance de prix de vente. Le gars, on lui a mis des objectifs parce qu'il nous disait, mais là, ça va, parce qu'il avait baissé avec la pandémie en recrutement. Il nous a dit, ça va remonter. On a dit, parfait. Donc, si ça atteint le chiffre, et il continue à travailler pour nous pendant 3 ans, on a un contrat. Tu vas avoir un prix de vente plus élevé. Exactement. Ah, ça, c'est Je pense que c'est le best. Là, ouais, moi, tu vois, c'est exactement ça que j'avais proposé à mon boomer. Tu l'as-tu racheté ou pas finalement? Non, okay. parce que dans le fond, il voulait vendre à un prix qui n'avait pas d'allure. Okay. Dans le fond, il avait affiché sa business qui faisait 1,5 million de chiffre d'affaires, puis il voulait 250 000, ce qui met la patente à 0,5 fois les revenus, ce qui fait comme, oh, c'est un bon deal. Mais là, finalement, il y a moitié moins de revenus que ça et moins, puis il veut quand même 250 000. Fait que là, c'est comme, non, man, parce que la réalité, c'est que sa clientèle n'était pas si recurring que ça. C'était pas une clientèle qui était un parfait fit pour moi non plus, parce que là, moi, je ne vais pas commencer à devenir un avocat de litige du jour au lendemain. Non, man, je suis un gars de commercial, je suis un gars de business, je m'en vais pas plaider en cours, là. Je travaille en bobette chez nous, man. Tu ne changeras pas ça, là. Tu sais, c'est que moi, je sers très bien mes clients comme ça, là. Un polo sur le top, puis en jogging en dessous, tu sais. Là, t'es en boxeur. Non, oui, c'est ça. Sur YouTube. Mais non, mais j'ai mis des jeans pour l'occasion. Je l'aime mettre chic pour vous, les gars. Fait que non, c'est ça. C'était quoi la question? Excuse-moi, j'ai perdu le fil un peu. Non, on parlait de prix d'acquisition parce que, tu sais, ça semble un peu, acheter une entreprise, mais il y en a qui sont plus accessibles. Tu sais, c'est pas nécessairement des millions là, du jour au lendemain pour acheter une entreprise. C'est ça qui est... Non, ben ça, c'est une game de gros, puis il y en a nécessairement moins à vendre. Puis moi, j'irais vraiment plus, surtout si c'est ta première business ou whatever, j'irais dans un minimiser le risque, là, comme n'importe quoi. Là, parce que toi, tu te dis, oh my God, je vais donner la totale all-in. Puis le monde font souvent ça, là, du gros all-in pour leur projet de start-up. Puis guess what, tu as 95% de chances de faire faillite. Tu veux pas mettre all-in. Faut que tu le vois comme un investisseur. C'est du capital de risque. Tu joues le venture capitaliste là, quand tu fais ça. Là. Tu t'en vas jouer à la table de la bourse, jouer à la table du Startup Nation. C'est comme... faut que tu mettes une portion de ton capital seulement. Là. Tu ne mets pas 100%. Tu mets peut-être parce que tu as t'es téméraire ou parce que là, je veux pas dire que tu as des couilles en or ou c'est pas une question d'être un gars ou une fille, là, mais dans le sens que tu vas pas mettre 50% de ta valeur nette sur un projet qui est risqué de même. C'est quoi? Tu veux mourir? Tu veux mourir d'anxiété parce que tu vas perdre le sommeil? Tu sais, je veux dire, c'est comme l'an dernier avec la faillite de FTX, j'ai perdu 150 000 $. Okay? C'est quand même une somme désagréable à perdre. Mais c'était une portion de mon portfolio, que c'était de l'argent pour tester, avoir du fun, whatever. C'est plate. J'aurais vraiment mieux aimé ça le faire fructifier. Mais FTX a fait faillite. Mais ça m'a-tu empêché de dormir? Fuck all. Parce que c'était de l'argent que j'étais prêt à gamble with. C'est un capital de risque. Fait que quand vous faites un projet d'investissement comme ça, quand vous mettez ce qui est à la hauteur de votre moyen, tu as une valeur nette de 100 000. Bon, ben, vois ce que tu peux faire avec 10 000 $. Ben, avec 10 000 $, ça veut dire que tu es prêt à mettre 10% sur un projet ultra risqué. Mais mettons que tu es prêt à mettre 10%. Tu as 10 000 $. Peut-être la banque, avec 20% de mise de fonds, peut t'en prêter 40. Bon, tu es rendu avec un projet qui peut valoir 50. Mais tu as un vendeur que lui, il veut vendre peut-être à 100, puis il est peut-être prêt à te fournir 50. Fait que peut-être que tu peux aller jouer dans des business qui valent entre 100 et 150 000 de prix de vente. Là. Combien tu mettrais pour le reprenariat de ta valeur nette? Est-ce que tu le calcules comme ça ou pas du tout? C'est moins risqué. Fait que là, ça dépend de ton analyse de risque. Là. Où est-ce que...
Si, dans le fond, quelqu'un fait du reprenariat parce qu'il était écœuré de sa job, je mettrais le plus petit montant, je te dirais, fais pas ça. Commence par trouver ce que tu aimes dans la vie, puis après ça, fais un projet d'entrepreneuriat ou de reprenariat qui est relié à ça. Mais après ça, je dirais peut-être que si tu es très confiant, tu peux allouer jusqu'à 20-25% de ta valeur nette, mais ça m'apparaît comme déjà très risqué. Là, je veux dire, c'est pas. Je pense que ça dépend de l'analyse du profil de risque. Plus c'est risqué, moins t'en mets. C'est aussi simple que ça. Si c'est comme tu rachètes quelque chose clé en main qui roule déjà, qui a déjà une marge de profit, qui a des états financiers depuis 20 ans, bon, ben là, c'est pas pire que d'investir en bourse. Non, mais toi, on va prendre un exemple très précis. Là. On rachète une business d'entretien ménager, ils ont déjà leur liste de clients, il y a encore un contrat qui dure 5 ans. Puis moi, je veux vraiment m'impliquer. Je suis moi, ma blonde, puis whatever, tiens, mon cousin. Puis les trois, on veut travailler, on veut la racheter ensemble. Est-ce que là, est-ce que ça. Bon, il y a différentes affaires déjà pour analyser. En tout cas, comment moi je réfléchis, là, ma grille d'analyse. Premièrement, c'est quoi les bidas? Je regarde pas, on passera pas de temps là, si la business n'est pas profitable. T'sais, on s'entend dans une période comme actuellement, à moins que tu aies, toi, une liste de clients. Puis dans le fond, l'autre problématique que je vois dans l'industrie du ménage, c'est la main-d'œuvre. Il n'y a plus tant de monde que ça là, qui veulent aller faire du ménage dans les bureaux de soir, de fin de semaine, à un salaire ordinaire. Nécessairement, si tu veux du monde, tu vas les payer comme du monde compétitif au marché parce qu'on a une pénurie de main-d'œuvre. Je fais une petite parenthèse, mais ils ont mis le CPPEP, whatever, le comité paritaire de l'entretien ménager. Donc, comme nous, on ne peut pas les payer plus dans les CHSLD, etc. C'est 19 et 17, je pense. Mais il y a tant de monde. Dans ce cas-là, tu vas avoir un problème de truc. Moi, je trouve on a un problème. Moi, je trouve ça hyper risqué parce que moi, ce qui va arriver, c'est que la journée que tu vas avoir ramassé ton adolescent qui est quand je me cherchais une job. Mais qui est genre excité à l'idée de hey, moi, c'est ma job, man, je veux faire du ménage. Je sais qu'il en existe, puis je respecte ces gens-là, props to you. Mais il ne doit pas en avoir tant que ça. Non, c'est très difficile. Fait que moi, ce que j'aurais peur d'emblée, c'est qu'est-ce qui arrive la fin de semaine là, que Jobin call malade parce que ça ne tente pas d'aller torcher des planchers une fin de semaine quand c'est la fin de semaine de brosse au chalet. Ben, c'est toi qui vas aller torcher les planchers. Moi, quand je fais du reprenariat, je me dis pas, je m'en vais m'acheter une job. Là, ou autre chose que de l'admin, là, mettons. Fait que d'emblée, ça, c'est un facteur de risque à considérer. Fait qu'il faut que le prix d'achat implique qu'il y a une ressource humaine fiable, de longue date, qu'il n'y a pas un gros roulement. Dans le fond, je checkerai le turnover rate d'emblée. Après ça, racheter avec 3 actionnaires, je poserai la question, pourquoi? Quel type d'actionnaires seront-ils? Ils vont-ils aller les torcher le plancher? S'il y a quelqu'un qui colle malade? C'est ce type d'actionnaire-là. Après ça, je regarderai les contrats. Ou est-ce que là, je regarderais, y a-t-il un termination without cause? Y a-t-il une résiliation sans cause? C'est beau un contrat de 5 ans, mais si tout ce que tu as donné, c'est un préavis de 30 jours, c'est pas un contrat de 5 ans. Tu comprends? Fait que il y a tout un ensemble de choses qu'il faut que tu fasses dans ta diligence raisonnable pour amortir ton profil de risque. Puis c'est quand tu l'as fait que là, tu peux faire bon. Turnover rate, 50% par année, les chances sont bonnes que tu aies torché des planchers dans ta prochaine année. Là. Okay? Si le turnover rate est genre 5%, puis c'est ma tante Ginette, puis c'est 3-4 amis de filles qui sont là depuis des années, bon, ben, fort est à parier qu'ils vont juste être contentes que ça continue Aziz. Fait que ça, c'est bon. Fait que tu sais, c'est au cas par cas, là, ça dépend c'est quoi l'industrie, ça dépend. Parce que oui, t'es clairement un gars qui a été un poly-entrepreneur, multi-entrepreneur, je sais pas quoi le terme exact, mais tu en as fait plein, puis tu sais comment ça marche. Tu pourrais probablement le faire marcher, mais il y a des forces à m'amener que tu peux pas comme solutionner parce que il y a des choses comme la main-d'œuvre dans le cas du ménage, ça va être un problème difficile à régler. Là. Puis si tu as vraiment un problème sur lequel tu veux te casser la tête pendant que tu passes la vadrouille le week-end. Ton temps, tu sais, comme mettons Hubert et moi avec la business, il y a des tâches qu'on a arrêtées les deux parce que le temps à Hubert, il est beaucoup plus valuable en faisant du coding, je sais pas comment on appelle ça en français, de coder, etc., que en coupant des clips pour les sous-titrer. Ouais, c'est ça. C'est aussi ton temps, tu veux pas le mettre. Déléguer, c'est la base. Là. Je veux dire, si tu veux réussir en entrepreneuriat, il faut que tu mettes ton temps là où il y a le plus de valeur. Là. C'est comme ça. Moi, c'est très
pertinent pour moi ces propos-là parce que je vends mon temps. C'est littéralement ça. Puis c'est quelque chose qui ne scale pas beaucoup. Donc, c'est pour ça que j'aime bien flirter avec l'idée de faire des projets comme Argent en or pour trouver des façons de monétiser, des choses qui sont plus un cash flow récurrent, qui nécessitent moins d'investissement que systématiquement mon temps. Mais tu sais, quand tu vends ton temps, mettons, à 350$ de l'heure, ben ça me donne pas grand-chose, là, moi, d'être le gars qui... je sais pas, moi, qui va être qui va compter les factures, faire le bookkeeping, là, tu sais, que dans le fond, ça vaut 40$ de l'heure, tu sais. Fait que je suis bien mieux de vendre 1 heure à un client, puis fait que c'est très pratico-pratique, là. Mais après ça, je sais qu'en entrepreneuriat, on peut pas toujours penser comme ça non plus, là. Mais il faut mettre la main à la pâte pour que ça marche, là, tout simplement. Là, ouais. Non, c'est fascinant, cet univers-là. Vraiment. On a parlé à quelques reprises, puis c'est ça. Tu l'as dit en début d'épisode, le timing, c'est quelque chose d'hyper important en affaires ou peu importe dans ce que tu entreprends. Puis, je veux dire, un transfert de génération comme ça, de baby boomer à toutes les autres, qu'il n'y en aura pas tant que ça dans un lifetime. Là. Ben non, c'est clair, c'est un bon timing. Là. Ah oui, c'est clair. Et puis, on a donné, je pense, une couple d'idées intéressantes. Et juste quelqu'un qui veut faire de l'entrepreneuriat pur, là, se lancer un projet avec le gaspillage alimentaire, Jesus, man, il y a de l'argent à faire. Là. T'en as-tu d'autres des petites faciles de même? Ouais, t'en as-tu un sac plein? Ou... Ah, ben là, on top of my head comme ça, je vais les garder pour moi, je me dis. Ou tu pourrais être investisseur si quelqu'un. Ouais, ben c'est ça. Ben moi, je suis un investisseur aussi. Je veux dire, j'aime ça, me lancer dans un projet. J'aime ça la business en général. Moi, m'asseoir puis parler d'affaires comme ça, puis on s'échange des tips à journée longue, j'ai pas de problème. Puis c'est ça que je fais avec mes clients. Anyway, dans le fond, tu m'appelles, on parle de business, puis moi, après ça, je vais être le gars qui va faire la documentation, mais il y a toute la portion où est-ce qu'il y a de l'idéation, puis on dit, OK, comment on peut faire pour faire un bon deal. C'est vraiment cool. Merci infiniment, Renaud, d'être venu sur le podcast. On va mettre les liens. Dans le fond de ton site, de ta communauté, dans les notes de l'épisode. Fait que les gens pourront aller jeter un coup d'œil. Argentenor.com. Ouais, exact. Merci. Puis sur ce, au plaisir de peut-être te revoir sur le podcast. Anytime, vous êtes vraiment cool. Puis c'est des sujets qu'on aime. Yes, exact. All right, à la semaine prochaine. Bye bye.